Bienvenue à cette conférence dans le cadre des pratiques contemporaines que l'ESAD organise, avec une tentative d'interroger les pratiques contemporaines par l'ESAD à la médiathèque Jean Falala en invitant différents intervenants. Ce soir, nous avons la chance de recevoir Karolina Koretsky, que je suis très heureux d'accueillir pour de nombreuses raisons. Karolina est psychanalyste, elle vient d'Argentine, où elle a étudié la psychologie. Elle a obtenu un doctorat de recherche en psychanalyse à l'Université de Paris 8. Elle exerce la psychologie au Clos Bénard, qui est une institution qui reçoit des enfants et des adolescents autistes à Aubervilliers. Et elle est également psychanalyste à Paris. Elle est surtout l'auteur d'un très beau livre qui vient d'être publié aux presses universitaires de Rennes, Le Réveil, une élucidation psychanalytique. Et la conférence de ce soir, On se réveille pour continuer à dormir, va, je l'espère, nous réveiller. Et va surtout, je crois, interroger deux choses qui sont au cœur de la psychanalyse et qui sont les motifs pour lesquels j'ai invité ce soir. Je crois que c'est intéressant d'avoir dans le cadre des pratiques contemporaines une psychanalyste. D'une part parce que la psychanalyse apprend toujours des artistes, et vous allez voir que je pense que ce que Karolina va faire aujourd'hui, c'est mettre en avant comment la psychanalyse apprend de l'art, apprend du cinéma en l'occurrence. Et d'autre part parce que la psychanalyse est au travail du désir. Et que du désir, dans une école d'art, on en a, on en construit, on en fabrique chaque jour. Donc Karolina, je te cède la parole. Bien. Bonsoir. Donc je vais vous parler d'une thèse soutenue par la psychanalyse, notamment énoncée comme telle par les psychanalystes Jacques Lacan, mais cette thèse, on peut trouver les indices de cette thèse dans également l'œuvre de Freud. Et cette thèse est annoncée dans le titre même, On se réveille pour continuer à dormir. Donc, comme vous pouvez l'entendre d'emblée, elle énonce que les types de rapports, si vous voulez, que les êtres humains ont entretien avec la réalité. Et il faut tout de suite dire clairement qu'ici, les mots réveil, comme les mots dormir, ne sont pas à entendre uniquement au sens propre du terme, mais aussi au sens figuré, tel que ces mots circulent dans notre langue, dans la langue commune. Donc l'essence du mot réveil se pluralise à partir du XVIIe siècle. Avant, il connotait uniquement le fait de sortir du sommeil. À partir du XVIIe siècle, ça prend l'essence de renaissance, de révélation à caractère éminemment religieux. Et donc, cette thèse est à entendre dans tous les sens du terme, c'est-à-dire quand on dit j'ai fait un rêve affreux, ou quand on dit c'est une maison des rêves. Également, les mots de réveil, on l'utilise dans les sens propres comme dans les sens figurés. Donc, en tenant compte de ces deux sens, propres et figurés, qu'est-ce qu'on entend d'emblée dans cette thèse « On se réveille pour continuer à dormir ». On peut entendre que le réveil, dans le sens de sortir du sommeil ou d'un moment d'illumination, de révélation, fait passer les sujets d'un rêve à un autre rêve. Au fond, cette thèse laisse entendre qu'on se réveille un instant pour retomber aussitôt dans un nouveau rêve, que le moment du réveil ne fait pas garantie de sortie du monde du rêve. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que la psychanalyse n'est pas la seule à s'y être intéressée aux divers rapports qu'entretient les rêves, la réalité et cet instant de rupture qui est le réveil. Et je pourrais vous donner plein d'exemples. Je vais me concentrer surtout sur les références cinématographiques et littéraires, mais aussi vous pouvez
déjà entendre qu'il y a des références philosophiques et religieuses dans cette question du réveil. Et concernant rapidement donc les références littéraires, vous vous souvenez peut-être du célèbre rêve du papillon raconté par Chuang Tzu. Chuang Tzu rêve qu'il est un papillon et au réveil il se demande si ce n'est pas un papillon qui rêve d'être Chuang Tzu. Également, Lewis Carroll, dans la deuxième partie des aventures d'Alice au Pays des Merveilles, intitulée De l'autre côté du miroir, Alice au réveil se demande, je vous le cite, voyons Kitty, Kitty c'était son petit chat, réfléchissons un peu à une chose, qui a rêvé tout ça? C'est une question très importante. Vois-tu Kitty, il faut que ce soit moi ou les rois rouges. Bien sûr, il faisait partie de mon rêve, mais d'un autre côté, moi je faisais partie de son rêve à lui. Est-ce les rois rouges qui a rêvé Kitty? Donc, vous voyez bien ces questions de, on va dire, indistinction entre les mondes oniriques et la réalité des faits, comment la littérature, je suis sûre que si vous réfléchissez vous-même, vous allez trouver plein d'autres références. Et si on remonte encore dans les temps, il y a eu deux auteurs de théâtre qui ont exploité ça dans l'époque, on va dire, de la littérature baroque, qui a été Shakespeare et Calderon de la Barca. Donc Shakespeare, vous voyez rapidement les références, mais vous vous rappelez peut-être de cette célèbre phrase qu'on trouve dans La Tempête. Nous sommes de l'étoffe dont les songes sont faits, notre petite vie est au creux d'un sommeil. On va s'arrêter peut-être un peu plus sur la pièce de Calderon de la Barca, puisque, comme vous savez, c'est La vie est un songe. Et cette pièce, écrite en 1635, est une pièce entièrement construite autour d'une réflexion sur le songe, l'illusion, la réalité, le réveil. Je ne sais pas si vous connaissez cette pièce. Pas bon? Non. Donc je vais vous faire un petit résumé et on va passer à l'analyse de la pièce. Donc c'est assez simple, c'est une pièce écrite en 3 actes. Grosso modo, il y a les rois de Pologne qui aurait lu dans les étoiles, puisque c'est un homme qui aimait les oracles et lire les destins des personnes dans les étoiles, qui a lu dans les étoiles que son fils serait un tyran s'il devenait roi. Donc, à sa naissance, le roi a fait enfermer Sigismond. Sigismond, c'est le personnage principal, c'est le fils du roi, dans une prison, dans une tour. Au premier acte de la pièce, donc Sigismond a grandi, a passé sa vie dans une tour enfermée. Et donc au premier, il a grandi, donc il a l'âge adulte. Le roi commence à réfléchir à son héritier puisqu'il est déjà à un certain âge. Et donc le roi, au premier acte, veut tester le comportement de Sigismond et donc il décide de l'asseoir sur le trône le temps d'une journée. Il veut voir comment il se comporte. Donc, s'il est un bon roi, il sera l'héritier de la couronne, et sinon, il retournera dans son isolement en croyant que la journée passée n'a été qu'un songe. Donc, il y a une histoire, c'est un peu fantastique, c'est un peu magique, il y a une histoire des potions magiques. Donc, avec des potions magiques, on va lui faire croire que tout ce qu'il a vécu pendant cette journée, puisqu'il n'a jamais sorti sa tour, n'a été qu'un rêve. Au deuxième acte, donc, Sigismond se réveille d'un coup dans le lit royal. Il est roi pour un jour. Il déclare, tel un rêveur immergé dans son rêve, c'est une très belle phrase, puisque c'est quelque chose que vous-même, même aujourd'hui, on pourrait se dire, en se réveillant les matins, tout m'éblouit, ça m'étonnait, et tout me fait douter, ça m'empêchait d'y croire. Vraiment, c'est ce que parfois on éprouve à la sortie d'un rêve un peu bizarre. Tout m'éblouit, ça m'étonnait. Effectivement, quand on rêve des situations complètement absurdes et on n'est absolument pas étonné. On s'étonne au réveil, mais dans les rêves lui-même, on n'est pas du tout étonné. Et tout me fait douter, ça m'empêchait d'y croire. C'est-à-dire qu'on accorde une croyance complète au moment où on rêve.
même si la situation est complètement absurde. Donc, cette journée, bien évidemment, se passe très mal. Sigismond a été enfermé toute sa vie, donc insultes, menaces, violences. Sigismond, enfermé depuis donc toujours dans une tour, se venge du sort qui lui a été imposé. Il est donc reconduit à sa tour, retour en captivité, et on va lui faire croire que tout ce qu'il a vécu la veille n'était qu'un songe. Au troisième acte, le peuple qui apprend tout ça réclame Sigismond comme héritier, légitime du trône. Il est libéré, il prend d'assaut les châteaux de son père, le roi est capturé et Sigismond lui épargne la vie. Donc on va passer à l'analyse détaillée de la pièce, puisque cette pièce, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y est question justement du sens, on va dire, propre du réveil, puisque voilà, on lui met des potions magiques, il se réveille, il pense que tout a été un rêve, on lui fait croire que tout a été un rêve, mais aussi dans les sens figurés dont je vous parlais, puisqu'il y a deux mouvements simultanés qui se produisent chez Sigismond au cours de la pièce. C'est qu'il va rejoindre les trônes dont il avait été privé, mais il va en même temps renaître. Dès l'enfermement dans une tour, vers les trônes, dans ces mouvements-là, il va renaître. Et Jean-Loup Rivière, grand commentateur de théâtre, notait que dans cette pièce, c'est très beau ce que disait Jean-Loup Rivière, disait que Calderon de la Barca finalement pose une sorte de loi sur l'humanité. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'être sorti du ventre de sa mère pour être né. Qu'au fond, il y aurait trois types de statuts chez l'être humain. Donc il y a vivant, mort et pas encore né, non né. Ce qui est l'état de Sigismond enfermé dans cette tour. Et au fond, on va assister dans cette pièce que je vous invite à lire si vous avez envie, elle est très belle, à un mouvement d'extraction. Sigismond s'extrait progressivement de quelque chose au déroulement de cette pièce. Et cette quelque chose, c'est qu'il va s'extraire d'une illusion. Il va acquérir un nouveau savoir. Et ce nouveau savoir, c'est le nom de la pièce. C'est que la vie est un songe. Donc, dans la perspective de Calderon de la Barca, à partir du moment où je sais que la vie est un songe, alors je suis dépourvu d'une illusion. Le réveil consiste donc dans un abandon des illusions. En espagnol, on dit un desengaño, une désillusion. Donc, je vous lis rapidement ce qui dit Sigismond au moment le plus important de la pièce. Mais il n'est plus pour moi désormais d'illusion, car désenchanté à présent, je sais bien, je sais que la vie est un songe. Qu'est-ce que la vie? Un délire. Qu'est-ce que donc la vie? Une illusion, une ombre, une fiction. Donc le réveil est une renaissance, au fond, pour Calderon, qui s'obtient du moment où on est désabusé d'une illusion. Et que, au fond, on arrive à voir en face la vie telle comme elle est, dans sa véritable, on va dire, inconsistance éphémère. C'est ça les nouveaux savoirs qui Sigismond va acquérir et les messages qu'il veut faire passer Calderon de la Barca. Ce qui est, vous voyez, c'est quand même une vision extrêmement sceptique, une vision du monde très sceptique, qu'il faut dire tout de suite que la psychanalyse ne partage pas vraiment. Pour la psychanalyse, la vie n'est pas un songe. Mais il y a quelque chose où la pièce de Calderon s'approche ou apprend, comme disait Fabrice, quelque chose à la psychanalyse qui est très important, je trouve. Là, ils sont connectés, cette pièce, et la position de la psychanalyse, c'est que, au fond, nulle fatalité n'est écrite à jamais, si ce n'est que ce que le père de Sigismond mettra en place pour la contrecarrer. Au fond, que c'est lui le véritable auteur de la fatalité, qu'il n'y a pas de déterminisme, qu'il n'y a pas au fond une réalité, on peut dire, prédestinée, fixe et nécessaire.
qu'au fond, le père de Sigismond, en voulant éviter que son fils devienne un tyran, puisqu'il l'avait lu dans les étoiles, il produit les tyrans. Et en ce sens-là, c'est une vision quand même qui s'approche beaucoup de la psychanalyse. Donc on va passer au cinéma, donc on va rester d'ailleurs avec les références cinématographiques, puisque la confusion, on va dire, entre les mondes de rêve, la réalité, moi je trouve personnellement qui est ces dernières années de plus en plus exploitée. Nous sommes bien évidemment très loin des Calderón de la Barca, et tous les nouveaux objets produits par notre société actuelle, donc les mondes du virtuel, les produits issus de l'avancée de la science médicale, comme vous allez voir, s'ajoutent bien souvent à la réflexion des rapports entre l'onirique et la réalité. Prenons un premier film, un film espagnol sorti en 2001, Abre los ojos, Ouvre les yeux. Peut-être certains d'entre vous l'ont vu, sinon vous avez vu peut-être la version américaine un peu simplifiée, Vanilla Sky. Et ces films plongent les spectateurs dans un univers où les rêves et la réalité ne cessent de se confondre. Ces films racontent l'histoire, je vous fais un petit résumé pour ceux qui l'ont vu, pour vous rappeler un peu les déroulements des faits, pour ceux qui ne l'ont pas vu, bon, pour pouvoir suivre un peu ce que je vais vous raconter. Donc le film raconte l'histoire de César, jeune garçon riche, beau, séduisant, qui a tout, et qui rencontre dans un coup de foudre amoureux Sofia, qui est Penélope Cruz, je pense dans le film, et son ex-petite amie Nouria, poussée par une folle jalousie, embarque César dans une voiture et tente de se suicider en s'écrasant contre un mur. Donc Nouria, elle meurt, mais César survit avec un visage horriblement défiguré. Quelque temps après l'accident, les spectateurs assistent à une série de flashbacks en apparence complètement décousus. On comprend que César a subi une opération réussie du visage qui lui permet de reconquérir Sofia. Mais alors sa vie devient un véritable cauchemar où il est pris par des hallucinations, il confond Sofia et Nouria et il se voit avec les visages défigurés à nouveau. Il finit par croire un complot contre lui et commet un meurtre. Ce n'est qu'à la fin du film qu'on comprend qu'après l'accident, César avait signé un contrat avec la compagnie Life Extension. Les médecins avaient pratiqué une cryoconservation grâce à laquelle un système de réalité virtuelle lui permettait de vivre après sa mort à l'intérieur d'un rêve extrêmement proche de la réalité. Nous apprenons donc qu'après la signature du contrat, César s'est suicidé. Le spectateur apprend à la fin que tout, au fond, les déroulements du film, les retrouvailles avec Sofia, l'opération, le meurtre n'étaient qu'un rêve, un rêve qui avait viré au cauchemar. Donc on va voir un extrait de ce que je viens de vous raconter. Et on reprend. A veces sueñas que estás con una persona, por ejemplo con tu padre, y en cuestión de segundos se transforma en tu madre, y luego en el kiosquero de la esquina. Y sin embargo tienes la sensación de estar hablando con la misma persona. Y aunque creías estar en tu casa, de pronto te das cuenta de que estás en un colegio, o en un hospital, o en una cárcel. Los sueños son así. Y a veces la mente se comporta como si estuviera en un sueño. ¿Sabes lo que es la enajenación? No me joda con eso. Diga si quiere que estoy como una cabra, pero lo mío no es enajenación. ¿Entonces qué es? Dímelo tú, porque yo no lo sé. No sé qué es lo que hay aquí dentro, no sé por qué has matado a tu novia, no sé quién es Eli, ni sé quién es ese señor de la tele, no sé nada. Ya somos dos.
seguirá viniendo después del juicio. Creí que te caía como el culo. ¿Qué va a declarar? ¿Por qué me preguntas eso? La primera vista es la próxima semana. Enajenación mental transitoria. Creo que es lo que menos daño puede hacerte. De todos modos, no va a servir para mucho. No me van a creer así de simple. No me lo creo ni yo, joder. ¿Qué es lo que cree usted? Creo que estás muy enfermo y que deberías seguir aquí durante una buena temporada. No se preocupe. Me echarán por lo menos 20 años. César, aunque no te lo creas, me importas. Me importas mucho. Mira, chaval, me interesa tu caso. Y siento mucho lo que te ha pasado. He llegado a pensar que alguien te está haciendo luz de gas. Pero ni puedo ni debo excederme en mis funciones. Solo soy un psiquiatra. Usted no parece un psiquiatra. ¿Y qué parezco? Parece mi padre. Todo el día sermoneándome. Tu padre está muerto. Pues eso. Por cierto, ¿qué fue de aquel padre que era tan feliz con sus 2 hijas y su mujercita? No lo sé, no lo he vuelto a ver. Hazme caso, contrata a un abogado. Adiós, César. Adiós. La principal inversión española, pero sí la más novedosa y emblemática. Pero con mayor presencia económica en el Pero quizás en unas épocas. En el Imperio Romano, por ejemplo, lo normal era vivir solo 25 años. ¿Qué pasa? En el despacho de enfermería hay un ordenador conectado a internet. He pedido que me dejen usarlo, pero no lo harán si no voy con usted. ¿Para qué quieres entrar en internet? Ya sé lo que es Eli. ¡Vamos! ¡Espera! Eli no es una persona, joder. Es una empresa. ¿Cómo lo sabes? L-I es L-E en inglés. Son las siglas de una empresa yankee. ¿Y ahora qué estás haciendo? Internet tiene un programa para localizar por siglas. Nos dirá todo lo que sepa sobre LE. Mierda. Hay que revisarlas una a una. Un momento. Life Extension. Joder. Tengo la sensación de haber hecho esto mismo alguna vez. Ah, eso es debido a una disfunción cerebral, un fallo del cerebro. No, esta vez no. Dios. ¿Es esto? ¿Esa es la foto que viste en el sueño? No puedo haber soñado con ella sin haberla visto antes, ¿verdad? Cryonics. Es una empresa de crionización. Voy a imprimirlo todo. Espera un momento, yo ya me he perdido. Sigo sin entender qué relación tiene todo esto con tu caso. Aquí está la clave, joder. Mire, hay una sucursal en Madrid. Está bien. Iré a echar un vistazo. No, tengo que ir con usted. César, no puedo sacarte de aquí. Sé que a veces conceden excarcelaciones bajo custodia. Invente algo para que me den un permiso. Eso no es tan fácil. Usted puede. ¿Sabes algo más y no me lo quieres decir, verdad? Yo no sé nada. Solo tengo un presentimiento. ¿Cuál? Tengo que ir allí, como sea.
sin pedir por todos los medios que hagan ninguna tontería. Así que hazla y acabas con un tiro en las costillas. Yo he estado aquí antes. Síganme. Mando. Tienen 20 minutos. Es todo como en mi sueño. Hola, buenos días. ¿Qué desean? Pues querríamos hablar con el señor Duvernois. Es mi hijo. Es que es muy tímido. Ah, el señor Duvernois no está ahora mismo. Bueno, pero antes que nada saben ya lo que es la crionización. Pues más o menos. Aquí tienen unos folletos explicativos. Los pueden ir leyendo mientras esperan en la salita y ahora uno de mis compañeros les atiende. Muchas gracias. Viva usted sin límites. El mañana es de los previsores. ¿Esto qué es? ¿Una especie de secta? Crionización. Es la biostasis o preservación a temperaturas ultrabajas de seres humanos. La biostasis es el puente para llevar a nuestros pacientes a un tiempo futuro en el que la tecnología permitirá devolverles la vida. Pagas para vivir eternamente. También se rieron de Julio Verne. César, todo esto es absolutamente imposible. ¿Y usted cómo lo sabe? Ha estado en el futuro. Esta empresa promete lo mismo que ha prometido la Iglesia durante siglos. La inmortalidad. Solo que en vez de curas son matasanos. ¿Y eso qué tiene que ver contigo? Tú no estás crionizado. Tú estás vivo. Tienen ustedes el contrato por si quieren echarle un vistazo. El proceso es muy sencillo. Usted puede morir en cualquier momento, hoy, mañana o dentro de 20 años. A nosotros eso nos es indiferente. Desde el mismo instante en que usted se ha declarado legalmente muerto, Life Extension se hace cargo de su cuerpo y lo traslada a nuestro almacén de Tucson, en Arizona. Allí lo congela a 78 grados bajo cero. A esto le llamamos suspensión total y cuesta $240.000, de los cuales unos 30.000 van al proceso de congelación y el resto se mete en un fondo de inversiones para que con los intereses se vaya pagando la manutención y los gastos de resurrección el día en que ésta sea posible. Si es que es posible. Con franqueza, nosotros creemos que la reanimación de los muertos algún día será posible. ¿Qué es esto? ¿El qué? La cláusula 14. Percepción artificial. Sí, esto es una posibilidad más que todavía no tenemos muy desarrollada. Mire, esto es una vida. Nacimiento y la muerte. Imagine que sufre usted, por ejemplo, una enfermedad terminal y, por supuesto, quiere seguir viviendo. Pero no desea vivir en el futuro. No le interesa. Usted lo que quiere es seguir viviendo su vida actual, la de ahora. Pues bien, usted muere, nosotros lo congelamos y cuando seamos capaces de resucitarle, nos comprometemos a hacerle vivir un sueño. Un sueño. Lo recrearemos todo para que parezca real. Sus familiares, sus amigos, su ciudad, el mundo entero, incluida esta oficina. Pero no será más que una realidad virtual. Además, haremos que usted no recuerde haber muerto. Por supuesto, haber firmado este contrato. ¿Cómo? Muy sencillo. Borrándolo de su memoria. Así vivirá su vida linealmente, como si nada hubiera pasado. Y lo mejor de todo, la vivirá a su gusto, según su propia voluntad. Usted mismo decidirá en cada momento. Pero, ¿qué pasaría si hubiera errores? ¿Y si el sueño, y si se transformara en una pesadilla? Hombre, el subconsciente siempre podría jugar una mala pasada, pero entiéndame, no somos unos chapuceros, somos una empresa seria. Y la tecnología de la realidad virtual avanza a pasos agigantados. Mire, con sinceridad, firmar la cláusula 14 es firmar prácticamente por el paraíso. Sé que es difícil de creer, pero también se reirán de Julio Verne. ¿No? Bien. Donc, vous avez un peu suivi
ces moments où il commence à se rendre compte de la réalité de rêve dans lequel il vit. Et donc, il y a une phrase qui, tout au long du film, si vous avez l'opportunité de le voir ou vous rappeler peut-être, qui est « ouvre les yeux ». C'est une phrase que se répète à chaque fois, qui va scander les films tout au long et quand on se rend compte de à quoi on avait affaire, on voit bien que c'est « abre los ojos », ouvre les yeux, fait faussement croire au spectateur au moment du réveil. Le réveil ne fait pas sortir les sujets du monde onirique dans lequel il vit, et le rêveur continue son rêve dans une boucle se répétant à l'infini. Donc il semble toujours dans ces films se réveiller, mais en fond, il ne fait que rêver. Il y a une autre référence cinématographique, cette fois-ci beaucoup plus récente, c'est le dernier film de Christopher Nolan, Inception. Cette référence cinématographique, on va voir aussi un extrait. Je vais vous résumer pour ceux qui n'ont pas vu les films, de quoi il est question dans ces films. Mais c'est très intéressant puisque il y a un point précis de ce film qui me permettra de vous expliquer peut-être des choses plus spécifiquement psychanalytiques. Don Cobb, donc Leonardo DiCaprio, est un voleur expérimenté, un extracteur sollicité dans les domaines de l'espionnage industriel. Donc, pour soutirer des informations secrètes et inaccessibles, il s'introduit dans l'inconscient des gens pendant qu'ils rêvent, moment où leur esprit est particulièrement vulnérable. Vous vous rappelez peut-être de cela. Donc, rêveurs et extracteurs sont endormis, mais ils sont reliés à un appareil qui délivre un somnifère permettant l'intromission de l'extracteur voleur dans les rêves de sa victime. Les participants du rêve peuvent éprouver de la douleur ou de la souffrance, mais la figuration de leur mort n'entraîne que le réveil, que la sortie de ces rêves programmés. Alors qu'il est obligé à vivre loin de sa famille, Cobb entrevoit la possibilité de sa rédemption. Il y a l'impresario Saito qui demande à Cobb ses services avec un tout autre objectif cette fois-ci, puisqu'il ne demande pas une extraction, mais une inception. C'est-à-dire que cette mission est beaucoup plus risquée, car il ne s'agit pas de subtiliser l'information secrète que quelqu'un ne veut pas délivrer, mais d'implanter, cette fois-ci, une idée dans l'inconscient de quelqu'un, de sorte qu'au réveil, la personne pense adopter une décision de son propre gré. L'inception que Saito demande a comme but de pousser les fils de son concurrent à démanteler l'empire de son propre père mourant. En contrepartie, Cobb pourra revenir chez lui retrouver ses enfants. Et Cobb accepte. Cette mission supposée suppose d'entrer dans l'inconscient à un niveau très profond, et pour y parvenir, il faudra que l'architecte de rêve, qui travaille dans l'équipe, construise un rêve à plusieurs niveaux, d'où un peu la complication du film. C'est-à-dire qu'il y a il y a des rêves dans les rêves. Donc, lors d'un vol aérien, l'équipe constituée par Cobb approche Fischer et reliés les uns aux autres comme des vases communicantes, ils s'endorment et plongent dans un rêve partagé. La manière dont les films traitent les rêves porte bien sûr la marque de la psychanalyse, puisque la psychanalyse, au sujet du rêve, a laissé une marque, on va dire, dans la culture. Les mondes onirique et y est compris donc dans ces films comme un territoire où règne un savoir inconnu, d'où l'idée de pouvoir voler un secret que les sujets ne souhaitent pas faire connaître en plongeant dans ses rêves. Donc, ce que Freud avait annoncé, c'est-à-dire que le rêve est la voie royale vers l'inconscient, on voit bien d'où ces films s'inspirent.
Mais c'est une perspective qui quand même abandonne les terrains de la psychanalyse du moment où il y a l'idée que l'inconscient, c'est un savoir en attente, si vous voulez, qu'il suffit d'entrer dans l'inconscient pour aller extraire un savoir qui n'attend que de se révéler. Tandis que la psychanalyse ne comprend pas comme ça l'inconscient, c'est-à-dire que le rêve, ce qui intéresse dans la psychanalyse, c'est que le rêve, c'est un rêve raconté. C'est ça qui nous intéresse, et que c'est à partir du travail des déchiffrements qu'on arrive au désir inconscient, aux éléments inconscients. C'est par le travail de déchiffrement du rêve. Ce n'est pas les rêves qui auraient un savoir en attente tout seul, qui serait indépendant, si vous voulez, du déchiffrement du rêve, de l'interprétation qu'il faut faire autour du rêve. Donc c'est là où sont des perspectives quand même différentes. Malgré ces différences, il y a un point précis, et c'est là où je voulais arriver, qui est extrêmement intéressant dans ces films, c'est que l'intrigue se complexifie du moment où peut-être vous rappelez que ces grands voleurs experts dans les vols, dans les rêves, ils souffrent d'un trouble. Et ce trouble met en échec plusieurs de ces opérations. C'est le retour insistant dans ses rêves des mâles, sa femme décédée. Donc l'émission, à chaque fois, risque d'échouer parce que le rêve lui-même présentifie. Et ses protagonistes donc, est hanté dans ses rêves par des apparitions répétées et fixes qui menacent de faire échouer son projet. L'apparition de sa femme décédée vient lui rappeler la part de responsabilité qu'il porte dans sa disparition. Puisque Cobb avait jadis réalisé une inception. En fait, Cobb et Mal, à l'époque où sa femme était vivante, voyageaient ensemble dans l'univers onirique. Ils avaient même construit une cité idéale. Mal avait décidé de ne plus la quitter, de vivre dans les rêves qu'ils avaient construits ensemble. C'est alors que son mari décide d'implanter dans la tête de sa femme l'idée que ce monde-là était une illusion et qu'il fallait se tuer pour se réveiller à la réalité. Son inception, finalement, lui coûte bien cher, car une fois réveillée, Mal, sa femme, est persuadée de vivre toujours dans un rêve. Et voulant regagner la réalité, elle se tue, mais cette fois-ci, réellement. Donc on va voir un extrait qui très parlant de ces moments-là. Une idée, c'est comme un virus, des plus résistantes, des plus contagieuses. Et la moindre graine d'idée peut germer. Et en germant, elle peut te caractériser, te détruire. La plus petite des idées, telle que votre monde n'est pas réel. Une petite pensée de rien du tout, qui change tout. Vous qui êtes si sûr de votre monde, de ce qui est réel, vous croyez qu'il l'est, lui? Qu'il est aussi perdu que j'ai pu l'être. Je sais où est la réalité, mais... Toujours pas de doute lancinant, ni de complexe de persécution d'hommes, poursuivis à travers le monde par des multinationales anonymes et des forces de police, comme un rêveur persécuté par les projections. Avoue-le. Tu ne crois plus qu'il existe une réalité unique. Alors choisis de vivre ici. Choisis-moi. Tu sais que je n'ai pas le choix. Je dois rejoindre nos enfants parce que tu les as laissés là-bas. Parce que tu nous as laissés là-bas. Tu dis n'importe quoi. Je ne dis pas n'importe quoi. Si tu as les idées embrouillées.
que nos enfants sont ici. Et tu aimerais revoir leur visage, n'est-ce pas? Oui, mais c'est là-haut que je vais les revoir, mais... Comment ça, là-haut? Tu te rends compte de ce que tu dis? Ce sont nos enfants, là. Regarde. James? Philippa? Non, s'il te plaît, pas ça. Ce sont pas mes enfants. Tu ne fais que te répéter ça, mais tu n'y crois pas. Je sais ce que je dis. Et si tu faisais fausse route? Si c'est moi qui suis dans le réel. Tu ne fais que te répéter encore ce que tu sais. Mais en quoi est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu éprouves? Des remords. J'éprouve des remords, mais... Et j'ai beau faire tout ça. J'ai beau être désespéré et ne plus savoir où je suis, ces remords sont toujours présents pour me rappeler la vérité. Tu parles de quelle vérité? C'est que l'idée qui t'a poussé à douter de ta réalité est venue de moi. C'est toi qui as semé cette idée dans mon esprit. De quoi est-ce qu'elle parle? Si je sais que l'inception est possible, c'est parce que c'est sur elle que j'ai testé. J'ai fait ça à ma propre femme. Pourquoi? Parce qu'on était perdus ici. Je savais qu'il fallait qu'on s'échappe, mais elle refusait de l'accepter. Elle avait mis quelque chose sous clé. Quelque chose d'enfoui. Cette vérité qu'elle avait su autrefois et avait choisi d'oublier. Elle en était prisonnière. Alors je suis parti chercher cette chose. J'ai fouillé les recoins de son esprit pour trouver ce lieu secret. J'ai forcé l'entrée. Et j'y ai semé une idée. Une petite idée toute simple, capable de tout changer. C'était que son monde était irréel. Et que la seule issue, c'était la mort. Tu attends un train. Un train qui doit te conduire au loin. Tu sais où tu espères que ce train te conduira. Mais rien ne te le garantit. Tu t'en moques. Mais dis-moi pourquoi. Je n'imaginais pas que cette idée se développerait en elle comme un cancer. Et que même après son réveil, que même après ton retour à la réalité, tu continuerais à croire que ton monde était irréel. Que la seule issue, c'était la mort. Mais non! C'est pas vrai! Tu as empoisonné mon esprit. Je ne voulais que te sauver. Tu as trahi ma confiance. Mais tu peux te racheter. Tu peux encore tenir ta promesse. On peut encore vivre ensemble en restant ici, dans le monde qu'on a construit ensemble. Bien. Donc, je disais que cette scène nous amène à quelque chose de très important pour la psychanalyse. Donc là, je vais vous parler, mais très rapidement, d'un point essentiel pour la psychanalyse, puisque cette question-là ramène au paradoxe du rêve. Ça, c'est facile à saisir, ces paradoxes-là. Vous avez peut-être remarqué que les rêves comportent un paradoxe. Peut-être l'expérience, ou certains d'entre vous ont eu affaire à l'expérience du cauchemar. C'est quand même là où résident ces paradoxes du rêve, puisque on ne peut rêver que si on dort, mais parfois, c'est le rêve lui-même qui provoque l'éveil. Donc, ça, les paradoxes du rêve, surtout que Freud avait énoncé comme une thèse générale du rêve, c'est que le rêve accomplit un désir, figure l'accomplissement d'un désir.
Donc c'est quand même très bizarre qu'un rêve angoisse et qu'un rêve réveille. Donc Freud a eu affaire à ces questions-là, il n'a pas ignoré, et il a donné une explication de ça assez simple. Rien n'est simple, mais je vais vous la faire très simple. C'est que les systèmes psychiques, notre système, n'est pas un système simple où ça serait un système uniquement conscient. C'est un système divisé en instances différenciées, et donc préconscient, conscient, préconscient, inconscient. Donc, ce qui est un désir, un désir pour l'inconscient ne l'est pas forcément pour la conscience. Parce que les rapports que nous entretenons à nos désirs ne sont pas simples. On les rejette, on les refoule, il y a de l'interdit, on les déteste, et malgré tout, on rêve. On rêve des choses qu'on n'aimerait pas rêver. Et donc, parfois, il y a un prix qu'on paye de ça, c'est qu'on s'angoisse. Et donc, Freud a expliqué qu'au fond, cela n'allait pas contredire sa thèse générale que tout rêve qu'on a complètement des désirs, puisqu'il faut se demander à quel désir ça correspond, un désir de qui. Et donc, ces désirs inconscients entretiennent des relations difficiles avec la conscience, les sujets divisés, et l'angoisse s'est produite. Et cette angoisse s'est produite pour sortir, pour éloigner les sujets de cette vérité insupportable qui lui fait horreur. Donc, grosso modo, c'est ça. On se réveille au moment, c'est ça que Lacan savait très bien expliquer, on se réveille au moment, disait-il, où les sujets allaient toucher une vérité qui lui est insupportable, dont il ne veut rien savoir. Au fond, si on revient à cette thèse du début, on se réveille pour continuer à rêver dans la réalité, c'est que ça suit exactement les mécanismes du rêve que je viens de vous expliquer. C'est-à-dire, lorsque l'angoisse fait irruption, elle met fin à la figuration, on va dire, du désir dans les rêves. Alors les sujets se réveillent, mais pourraient tomber dans les rêves en tant que le rêve, sa rêve, définit les rapports que le sujet entretient avec la réalité. Puisque revenir à la réalité lui permet d'échapper à l'horreur qu'il a rencontrée dans les rêves et qu'il a réveillée. Voilà l'explication de pourquoi, Lacan disait, on se réveille pour continuer à rêver dans la réalité. La réalité est une sorte, on va dire, de défense, de protection contre l'horreur rencontrée dans les rêves. Et la lecture, la nouveauté, on va dire, de la lecture psychanalytique de tout ça, c'est de ne pas simplement dire que la vie est un songe, puisque ça, la littérature baroque en avait parlé depuis longtemps, c'est de dire que l'homme ne veut pas se réveiller. Et la preuve en est, ce que je viens de vous dire, c'est que dans un rêve, au moment où il s'approche trop d'une vérité insupportable, il se réveille. Mais c'est un éveil à la réalité qui lui sert justement à éviter le réveil à sa propre vérité. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on se réveille pour continuer à rêver dans la réalité. C'est-à-dire qu'au fond, le sujet ne veut pas trop savoir, ne veut pas trop connaître sa vérité. Et c'est à cause de ces refus qu'il se réveille pour continuer son rêve dans la réalité, loin, on va dire, éloigné de cette confrontation un peu trop dure avec une vérité. Je vais vous donner un court exemple, c'est avec ça que je vais finir ce soir, et c'est le dernier film de Kubrick, Eyes Wide Shut, les yeux grands fermés. Et ce film, je dirais qu'il est celui qui exploite le plus finement le rapport entre les rêves, la fantaisie, la fiction et la réalité. Donc, vous savez, ce film, c'est fort intéressant, les liens avec la psychanalyse, parce que ce film est adapté de la nouvelle rêvée d'Arthur Schnitzler. Arthur Schnitzler, c'est un contemporain de Freud, à qui Freud avait avoué à un moment donné, je pense que je vous ai évité par une sorte de crainte de rencontrer mon double. C'est-à-dire que Freud, en lisant Schnitzler, voyait bien qu'il parlait plus ou moins de la même chose.
Et donc ces films exposent la crise que subit un couple new-yorkais, de la bourgeoisie new-yorkaise. Alice et Bill mènent donc une vie paisible, familiale, et un soir, Alice avoue à son mari que lors des vacances en famille, elle a fantasmé sur un officier des marines suite à un simple regard. Elle lui avoue même qu'elle aurait pu tout quitter pour lui, pour cet inconnu. Et donc, la disparition de cet homme, elle dit, elle avait même soulagé, tandis, donc, c'est pas tout ça pour elle, pour cette femme, tandis que son mari lui était alors plus cher que jamais. Et suite à cette révélation, et obsédée par la rencontre fantasmée entre sa femme et l'officier, Bill entre dans une aventure très étrange qui le conduit jusque dans une zone où la sexualité et la mort se côtoient. Car Bill veut savoir ce que c'est que cette zone de jouissance un peu illimitée dans laquelle l'aveu de sa femme l'a amené. Et Bill ouvre pour les coups grand les yeux et entre dans une mystérieuse orgie aux allures des sectes. Et s'il ne meurt pas, c'est grâce à une inconnue qui se sacrifie à sa place. Donc ce rêve, on va dire, de jouissance absolue se transforme vite en un cauchemar pour cet homme. Donc diverses menaces de plus en plus pressantes indiquent à Bill qu'il vaut mieux avoir les yeux grands fermés s'il ne veut pas finir très mal. Donc, le personnage de Victor Ziegler fait comprendre à Bill que ce qu'il a vu, qu'il n'a pas dû voir, il ne lui reste que de se convaincre à lui-même que tout ça a été une simple mise en scène du théâtre, malgré la mort effective d'une femme. Et les films, aussi bien que les romans de Schnitzler, s'achève par un dialogue où les époux se retrouvent autour de l'aveu, cette fois-ci, de Bill. Donc on va voir la femme du film qui est très très intéressante. Helen is going to be up soon. She's expecting us to take her Christmas shopping today. That's nice. I could put Sabrina in here. Yeah, It's really pretty. it's old-fashioned. He's big. I hope Santa Claus gets me one of these for Christmas. You do? Well, you're gonna have to wait and see. Alice. What do you think we should do?
What do I think we should do? Look, Mommy. Hey. What do I think? I don't know. I mean, maybe Hey. Maybe I think we should be grateful. Grateful that we've managed to survive through all of our adventures, whether they were real or only a dream. Are you sure of that? Am I sure? Only as sure as I am that the reality of one night, let alone that of a whole lifetime, can ever be the whole truth. And no dream is ever just a dream. The important thing is we're awake now. And hopefully for a long time to come. Forever. 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 Let's not use that word. Yeah. It frightens me. But I do love you. And you know, there is something very important that we need to do as soon as possible. What's that? Fuck. Bien, ces films, je trouve que c'est la démonstration de la thèse. Les films commencent, comme vous savez, par l'aveu de la femme et finissent par l'aveu de l'homme. Et la dernière réplique du film, fort ironique, je la trouve, elle est tout à fait lacanienne, car elle montre bien qu'on se réveille pour mieux dormir. Alice résume les soldes laissés par les périples cauchemardesques des 3 dernières nuits ainsi. Vous venez de l'écouter. L'important, c'est que nous soyons réveillés et espérons-les pour très longtemps. Et Kubrick, c'est pas Schnitzler, mais Kubrick, dans son choix absolument génial de mise en scène, fait très intelligemment prononcer cette phrase finale du film dans un grand magasin où la cellule familiale s'est reconstruite autour des achats de Noël. Cette sortie du rêve et ce retour à la réalité, ces réveils qu'ils prennent, ne semblent être qu'un simple repli sur une pratique de consommation pour bien garder justement les yeux grands fermés. Donc vous voyez bien la confirmation, en tous les cas, dans ces films de cette thèse psychanalytique. Et je vous invite par la suite,
à peut-être réfléchir autour de certaines productions littéraires et cinématographiques ou autres, à partir de cette thèse que j'ai déployée pour vous ce soir. Donc, vous pourrez passer aux questions s'il y en a. Merci. Alors, merci Carolina pour ton intervention, pour cette extraction vraiment de moments très ciblés dans l'histoire du cinéma et de la culture. Il y aurait certainement pu avoir d'autres exemples. Bon, moi j'ai plusieurs questions qui me brûlent les lèvres, mais j'ai pas non plus envie de... Enfin, je préfère laisser la parole d'abord aux étudiants et aux spectateurs. Si vous avez des questions, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie qui est resté éveillé, qui a quelque chose à demander à Carolina, une précision, une suggestion, une interprétation supplémentaire? Non? Bon, alors moi je me lance. Ouais, moi, en fait, la première question que j'aurais eu envie de te poser, c'est une question très très simple et qui est celle de, finalement, pour toi en tant que psychanalyste ou pour la psychanalyse, enfin toi en tant que psychanalyste, tu dirais qu'on a... La question que je me pose, c'est pourquoi cette thèse finalement, c'est de quoi on a peur? Pourquoi le sujet préfère de ne pas trop en savoir? Pourquoi dire que quand on est comme ça, les yeux grands ouverts, on a les yeux grands fermés? Pourquoi, d'un point de vue psychanalytique, qu'est-ce que ça veut dire en fait de vouloir continuer à rêver alors qu'on est éveillé? Pourquoi la psychanalyse dit ça? De quoi on a peur exactement quand on ne veut pas voir la réalité? Je pense que c'est pour ça que je disais cette thèse de Lacan, elle est quand même très freudienne. Et je pense qu'il faut vraiment penser en termes de refoulement, d'interdit, d'insupportable. C'est-à-dire qu'il y a des vérités pour chacun qui sont insupportables à regarder en face. Je pense qu'il y a ça qui fait que tout de suite, on cherche à s'endormir par différents moyens. Donc, j'ai donné l'exemple de la pratique des consommations, mais l'effet lui-même qu'un rêve, c'est ça qui est très paradoxal, qu'un rêve qui montre une vérité que quelqu'un ne veut pas voir en face, le réveil, montre qu'il n'y a pas de réveil, que foncièrement, il n'y a pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas franchir ces pas-là. On retombe sur la réalité, puisque la réalité est rassurante par rapport à ce qu'on a vu dans les rêves. Il y a des vérités qui sont insupportables, et ça, la psychanalyse l'a démontré depuis fort longtemps. Oui. Et par rapport à ces vérités insupportables, qu'est-ce qu'elle fait, la psychanalyse? Parce que tu vois, je veux dire, si ce sont des vérités insupportables, qui nous empêchent même qui nous réveillent, qui nous empêchent de dormir, et puis qu'on refoule immédiatement dans la réalité en s'assommant de consommation, j'aurais voulu aussi t'entendre un tout petit peu plus sur les nouvelles technologies et sur la manière dont ces nouvelles technologies peuvent nous endormir ou pas. Qu'est-ce que la psychanalyse propose comme parcours à partir de ces vérités-là? Oui, en fait, je ne l'ai pas développé dans mon exposé, mais ça, c'est cette thèse « on se réveille pour continuer à dormir », c'est plutôt une thèse d'un fait comme tel. C'est-à-dire, ça n'invente rien, c'est comme ça. La psychanalyse, en tenant compte de ça, on va dire cet endormissement foncier qui touche chacun de nous, tenterait doucement, tant qu'elle peut, d'aller contrecarrer ça, à partir d'un certain nombre de techniques.
C'est-à-dire que c'est ça qui est particulier. La psychanalyse n'est pas une technique hédoniste. C'est pas une technique. C'est pas un moment de plaisir. C'est retrouvailles de soi avec soi-même. Ce n'est pas, on n'invite pas les sujets à sortir contents et avec plein de plaisir de sa séance. C'est-à-dire, il y a un moment de confrontation justement avec ce qu'il ne veut pas savoir, mais qui pourtant se joue dans sa vie et produit des symptômes, et produit un malheur, et produit une insatisfaction, et produit de l'angoisse, et produit plein de symptômes, mais qui sont causés par cette vérité, ou en tous les cas causés, c'est un terme difficile, déterminé, on va dire, par cet ensemble des vérités dont il ne veut pas savoir grand-chose. Donc la psychanalyse invite à approcher cela tant qu'elle peut, en sachant que quand même l'endormissement, on va dire, est toujours là. C'est-à-dire qu'elle ne promet pas, la psychanalyse, de produire un sujet réveillé à sa fin. Elle ne promet pas, bon, si vous entrez dans mon cabinet, vous allez enfin vous réveiller. C'est plutôt approcher ces points difficiles, ces points qui causent un malheur, qui causent une souffrance, qui causent des inhibitions, voilà, et des symptômes. Et les sujets saura un peu plus des choses qu'il voulait auparavant ignorer, mais il gagnera aussi une amélioration par rapport à ces symptômes, un certain soulagement, voilà, certain soulagement, parfois même un bonheur de vivre qu'il ne trouvait pas avant. Mais ça, c'est pas garanti. Garantie à l'avance, je pense qu'il ne faut pas escroquer les gens. Aucune technique peut dire à l'avance, même les gens qui disent dans 3 séances, je vous guéris de votre phobie à, je sais pas, aux avions, aux araignées. Et puis il faut voir, on va dire, les effets. On va dire, rapides et miraculeux de ce type parfois des techniques qui promettent les bonheurs. Combien de temps ça dure? Et par rapport aux nouvelles technologies, est-ce que moi j'ai une idée par rapport aux nouvelles technologies? C'est-à-dire que c'est compliqué. Il y a un côté... il ne faudrait pas que la psychanalyse devienne un truc qui condamnerait ou qui serait un peu en train de dire les nouvelles technologies, Facebook, MSN, Twitter, tous les nouveaux moyens de communication seraient je veux dire, il y a quand même des propositions d'actions, il y a des créations qui peuvent, de communication qui passent par là. Alors, il y a quand même, je ne sais pas, des ouvertures vers des prises en compte du réel aussi à travers les nouvelles technologies. Ou est-ce qu'on est seulement tout le temps juste en train d'essayer de trouver de nouveaux enfuissements, de nouvelles portes de sortie pour ne pas voir, pour ne pas... Comment dirais-je? Moi, je pense... C'est pour ça que je disais que la vision de Calderón de la Barca, La vie est un songe, n'était absolument pas une vision psychanalytique. Donc on ne peut pas non plus dire tout autour de nous, les achats de Noël maintenant, les marchés, les Facebook, on ne peut pas dire tout tente de nous endormir. Peut-être, mais pas plus qu'avant. Et je veux dire, pourquoi la psychanalyse ne soutient pas que la vie est un songe? Parce qu'elle soutient que quand même, malgré cet endormissement dans lequel on vit, normal, on va dire, état normal de l'être humain, il y a des moments où on touche, par des petites touches, à, comme tu dis, des éléments réels, des éléments qui ne sont pas un songe. Et qui viennent nous faire vaciller un peu, qui viennent nous faire, comment dirais-je,
des petites illuminations, des moments de révélation, des moments... C'est pour ça que dans la thèse, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas on ne se réveille jamais, la thèse, c'est on se réveille pour continuer à dormir. C'est-à-dire qu'il y a un instant quand même où on peut quand même voir ou avoir affaire à cette réalité d'un essence de rencontre qui nous fait basculer un peu, qui nous sort du sommeil dans lesquels on vit. Il y a des rencontres comme ça. La plus connue, on va dire, c'est les rencontres type traumatique. Des types traumatiques dans le sens où il y a une rencontre absolument inattendue pour quelqu'un. C'est la tuile qui vous tombe sur la tête, la chose que vous attendiez les moins au monde, voilà, une nouvelle, quelque chose qui vous arrive à vous-même ou à un proche. Et ça, ces types de rencontres des types traumatiques produisent une espèce de moment de réveil. D'ailleurs, on entend souvent, nous, dans nos cabinets, chez les patients, que les gens qui ont eu affaire à un choc de ce type-là, ou à une nouvelle comme ça absolument inattendue, ils ont pendant quelques temps l'impression que la vie est un rêve. Ils sont dans une espèce ils ont une sensation bizarre, comme si la vie... C'est comme je n'arrive pas à y croire. Exactement, c'est je n'arrive pas à y croire. C'est tellement fort, ce qui vient d'arriver, que cette irruption absolument inattendue montre que fait, on va dire, basculer le sujet de telle sorte qu'il a l'impression qu'avant ça, tout était rêve. Tellement ça le sort de son quotidien, que sa vie, au fond, sa vie est faite de beauté, de désirs, etc. N'était qu'un rêve à l'égard de cette irruption absolument inattendue dans son quotidien. Parce que les traumas, c'est ça, c'est on va dire une irruption inattendue qui fait rupture par rapport à ce qui fait le quotidien de chacun, la vie quotidienne de chacun. Et donc, ce type de rencontres-là, le monde va évoluer, c'est ce qu'on souhaite, les choses évoluent, et les objets se multiplient, et l'avancée de la science est de plus en plus importante, n'empêche que les rencontres de ce type-là continuent à se produire, et se produiront. Et donc, effectivement, je trouve qu'il y a aussi, comme tu disais bien, dans ces inventions actuelles, des éléments qui font que tout n'est pas un songe. Et je pense que c'est important de garder ça. On ne peut pas dire que tout est un songe, que toute la vie soit un songe. Parce que il y a des moments qui nous réveillent. Oui. En fait, ce n'est pas que le rêve est la vraie réalité, c'est que le rêve, parfois, permet de toucher à quelque chose qu'on n'a pas trop envie de savoir. Mais pas tous les rêves, certains. D'accord ? Rassurez-vous, Freud disait que les rêves les plus réussis, c'était ceux dont on gardait aucun souvenir au moment où on se réveille. C'est tellement réussi, les rêves, que finalement, on ne garde aucun souvenir. Pour pouvoir recommencer. Oui, c'est pour pouvoir recommencer, et parce que il y a eu un tellement bon accord, on va dire, entre les systèmes, on ne dit pas comme ça bon accord, mais il y a eu un accord si réussi entre les différents systèmes psychiques que la personne ne se rappelle pas de son rêve, puisque tout a été un accord entre les différents systèmes. Et donc, c'est quand il y a, par exemple, un rêve où il y a un désir interdit trop puissant que la conscience fait en sorte de les déguiser. C'est un développement trop long à faire maintenant, mais au fond, la censure, parce qu'au fond, c'est ça, un rêve, c'est un produit
issu d'un désir inconscient qui pousse, qui veut sortir, et une censure qui l'empêche de sortir. Et donc, les rêves qu'on a, c'est un mixte de ça, entre les désirs qui veulent sortir et la censure qui l'empêche. Et... Non, c'est constitutif, c'est comme ça. C'est comme ça. Mais c'est pas inquiétant. Non, c'est une réaction à un conflit. C'est une réaction à un conflit. C'est-à-dire... C'est la censure, c'est ce que je disais. C'est la censure qui est préconsciente, du coup. Oui, la censure, elle est préconsciente. Donc, il y a, comme je disais, les désirs qui poussent pour sortir. Et il y a, je vais vous donner un exemple que vous avez sûrement vécu ça. Donc, il y a les désirs inconscients qui poussent pour s'exprimer, hein, pour dire, c'est un dire, hein, de toute façon, c'est dire quelque chose, hein, un désir inconscient qui veut dire quelque chose, une intention de dire quelque chose, de faire reconnaître un désir. Et il y a la censure qui est préconsciente, qui l'empêche puisque c'est interdit, c'est pas bien vu, tout on va dire, tout l'aspect moral dans lequel on vit. Et ces conflits-là, soit il est conciliable, c'est-à-dire il y a accord et on continue à rêver. Soit il y a désaccord, c'est-à-dire que les désirs inconscients sont tellement forts que la censure n'a pas le temps de déguiser tout ça. Et donc, pour se protéger, il y a deux techniques du rêve. Il y a une dont peut-être vous avez vécu. Je ne sais pas si ça vous arrive. Dans un rêve, quand vous commencez à sentir que l'angoisse monte, vous vous dites, dans les rêves, sans vous réveiller, ceci n'est qu'un rêve. Ça vous arrive? Bon, donc ça, c'est une technique, Freud l'appelait l'esprit d'escalier de la censure, c'est-à-dire que comme la censure n'a pas le temps de produire un rêve qui soit de concilier ses désirs inconscients avec la censure, comme il n'y a pas le temps, donc pour éviter le réveil, on s'est dit un rêve, ceci n'est qu'un rêve, donc on continue à rêver. Parce qu'au fond, les désirs, il y a les désirs inconscients, mais il y a aussi les désirs dormir. On veut dormir. Et donc, pour continuer à dormir, il y a cette technique-là. Quand, même en se disant « ceci n'est qu'un rêve », l'angoisse continue à monter, c'est fini. Ça, on se réveille. La censure préfère, à cause de la montée d'angoisse, finir avec les rêves que de supporter cette angoisse. Et c'est pour ça que l'angoisse disparaît du moment où on se réveille, puisqu'on dit « ah bah, ça n'était qu'un rêve ». Et on revient à la réalité, et tout ce qu'on a vu dans les rêves, ah bah, c'était un rêve. Et donc, soit on les laisse de côté, et soit on les raconte à son psychanalyste. Et, donc, et là, ça devient très intéressant, ce qu'on trouve. Oui, tout à fait. Ça c'est parce que pour faire un rêve, il y a ce qui s'appelle les restes diurnes. Les restes diurnes, c'est un élément constitutif du rêve, c'est-à-dire qu'on prend des éléments de la réalité et on les inclut dans les rêves. Et il y a en effet des rêves où le désir inconscient est présent, mais on a rattrapé des restes diurnes et on les a inclus. Soit il y a des rêves
le désir inconscient n'est pas très présent et on ne rêve que de restes diurnes, c'est-à-dire des éléments de la réalité. Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. Oui. Ça peut être plusieurs choses, mais c'est que il y a quand même un certain désir de savoir, désir d'aller, même avec l'angoisse que cela produit. Je vais vous dire, il y a des... Bon, je ne vais pas les développer maintenant, mais les psychanalystes, et puis aussi les personnes voilà, qui viennent faire une analyse, quand ils sont ce qu'on appelle à la fin de leur analyse, comme ils ont beaucoup travaillé cette vérité insupportable qu'au début ils ne voulaient pas trop voir, ça arrive aux gens qui sont très avancés dans leur psychanalyse de rêver, de continuer à rêver au-delà du point où avant ils se réveillaient. C'est-à-dire de supporter les cauchemars. Avant, ça, c'était tellement insupportable de se réveiller, quand tout ça a été bien travaillé dans l'analyse, ça les permet de supporter les cauchemars et de continuer à rêver. Madame, qu'est-ce qui engendre des fois des douleurs lors du réveil? Docteur, dites-moi. Des fois, je me suis déjà réveillé en sentant comme si je m'étais poignardé. Dans le rêve, je vois que je me suis fait poignarder et je me réveille avec cette douleur au même endroit. Ah, ça c'est très intéressant, mais la douleur, elle est vraie, elle est véritable. C'est une vraie douleur. Je vous pose la question à vous. Non, c'est une sensation que j'ai eue dans ce... Oui, mais c'est pour ça, c'est que c'est une sensation du corps, et c'est dans les mêmes esprits de ceci n'est qu'un rêve, comme on ne veut pas se réveiller, quand on a une douleur dans le corps, l'appareil psychique a tendance à interpréter cela et l'inclure dans les rêves. Donc, peut-être vous vous rappelez des rêves où vous avez soif et pour ne pas vous réveiller, vous prenez un verre d'eau. Ou voilà, il y a des rêves comme ça où vous avez une douleur et vous produisez, vous faites en sorte d'inclure cette douleur dans les rêves. Ou les réveils sonnent, vous rêvez que c'est, je ne sais pas, la sonnerie du train. Et voilà, c'est pour continuer à rêver. Mais bon, je ne vais pas donner réponse à tous. Au rêve de chacun. Voilà. Mais je pense que vous avez saisi un peu les mécanismes. Je vois par les questions que vous avez saisi les mécanismes. Oui. Bien sûr. Oui. Très imaginaire, comme vous dites. Très imaginaire parce qu'au fond... Oui. Oui. Absolument, c'est pour ça que je disais que Inception, quand même, touchait la psychanalyse sur la question du paradoxe du rêve, c'est-à-dire que
ce qui met en échec ses rêves, c'est au fond les retours traumatiques du décès de sa femme, mais qu'au fond, tout le reste, ça s'éloigne beaucoup de la conception du rêve psychanalytique. Ça, je suis entièrement d'accord. Peut-être que, parce que les rêves, c'est surtout et avant tout une formation de langage. C'est-à-dire que les rêves, à nous les psychanalystes, ne nous intéressent qu'en tant que rêve raconté. Ça ne nous intéresse pas les faits comme tels rêvés. C'est qu'est-ce que le sujet dit, parce que les désirs inconscients passent par là. Il n'y a pas de désir inconscient en dehors du langage. C'est-à-dire que c'est en nous racontant ce rêve et la manière de dire et de parler et d'expliquer ce rêve et de les déchiffrer, ça passe par les langages. Et donc le rêve est un fait de langage. C'est ça qui nous intéresse. Et là, peut-être c'est un court instant, ou peut-être c'est les plus intéressants dans ce sens-là, ça a été les films Ouvre les yeux, parce qu'à un moment donné, il dit qu'il rêvait tout le temps d'une femme appelée Ellie. Il ne comprenait pas pourquoi il rêvait d'Ellie, Ellie. Donc, même avec les psychiatres, il n'arrivait pas à trouver l'interprétation de ça. Et c'est au moment où il trouve l'entreprise L-I en anglais, qu'il dit ah ben voilà pourquoi je rêvais d'Ellie. Bon, ça c'est tout à fait ce qui arrive dans les rêves. C'est comme vous dites, comme vous rappelez, un vrai bus, c'est-à-dire une formation des langages mise en image, si on peut dire. Oui, c'est une des notions, parce que le concept de réel chez Lacan, il est plus vaste, mais pour Lacan, une des définitions du réel, c'est l'inattendu, la rencontre inattendue, la rencontre contingente. Tout à fait. Et donc ce serait le réel qui réveillerait pour nous permettre de continuer à dormir dans la réalité. Tout à fait, c'est le réel qui réveille, pour continuer à dormir dans la réalité. C'est ça, hein? Oui. On rêve, on rencontre le réel, et on se réveille, on rentre dans la réalité, et à cause du réel, on continue de rêver dans la réalité. Oui. Moi, j'ai compris. Oui. Attendez, il y a plusieurs questions dans votre question. Il y a la croyance, vous dites. Je n'arrive pas à y croire, mais... Oui. Mais pourquoi la folie? Pourquoi vous dites la folie? Oui, d'accord, mais là, c'est plus compliqué par rapport à la folie. Moi, je trouve que là, quand je parlais des... je n'arrive pas à y croire, c'est les moments, c'est au-delà de la question de la folie ou pas, c'est-à-dire c'est les moments où un sujet, peu importe s'il est fou ou pas fou, rencontre quelque chose d'absolument tellement qui casse son quotidien, qui fait rupture dans son quotidien, tellement énorme, tellement inattendu, qu'il y a cette impression que tout est un rêve parce qu'il n'arrive pas à y croire. Oui, mais par rapport à la question de la folie, justement, et de la psychose, est-ce que cette thèse que tu as énoncée, lacanienne, est-ce qu'elle serait encore valable? Est-ce que finalement le psychotique, le fou, on veut le schizophrène, celui qui est dans plusieurs, parfois dans un délire qui l'entraîne dans plusieurs réalités, est-ce qu'il continue à dormir ou est-ce qu'au contraire il n'est pas trop réveillé? C'est une question très importante qui demande un déploiement très grand, mais moi je trouve que effectivement peut-être il a affaire à du coup un réel que pas tout le monde a affaire à ce réel-là, du côté peut-être de l'hallucination, de l'angoisse, effectivement. Peut-être au niveau, moi je dirais au niveau du phénomène psychotique, oui, il y a une rencontre qui réveille les sujets. Par contre, du côté du délire, on continue à rêver là, non?
Moi, je mettrais les délires du côté du rêve. Je mettrais oui. C'est une construction, un délire. C'est une construction. Voilà. Oui, oui, les jeux de l'enfant, effectivement, sont du côté du rêve. Les enfants, quand même, dans nos cabinets, racontent leurs rêves, surtout les cauchemars, mais les jeux de l'enfant, oui. Et c'est un moyen, c'est pour ça qu'avec les enfants, déjà, surtout avec les tout-petits, c'est le seul moyen qu'on a pour travailler avec eux, c'est les recours du jeu. Et dans le jeu, effectivement, ça a la même structure presque que les rêves, c'est-à-dire il y a un désir qui passe, mais toujours entre les mots. Hein. C'est de la manière où il nomme et qu'il construit les scénarios. C'est effectivement du même ordre. Les placebos. Oui. Ben, je ne sais pas si on peut interpréter du côté réalité, rêve, les placebos. C'est une très bonne question. Ça va me faire réfléchir par la suite. Je pense que ça rentre surtout en compte la question de la croyance. La croyance qu'on y adhère. Oui. Non, je ne mettrais pas trop la question de l'inconscient là-dedans. Je ne sais pas. L'effet placebo. On adhère. Enfin, l'effet placebo, au fond, c'est quoi? C'est oui, mais on fait jouer au sujet. Mais c'est pour ça que j'ai dit que c'est la question de la croyance qui est au centre de l'affaire, puisque les faux, on fait les sujets, par exemple, dans des études des comportements, ils prennent deux groupes, on donne un médicament, les vrais médicaments à un groupe, on regarde les effets, on donne les faux médicaments à notre groupe, mais surtout on ne lui dit pas que c'est les faux. Donc on lui dit que c'est les vrais. Et donc, c'est ça, c'est pour ça que je vois plus la question de la croyance en jeu. C'est-à-dire que les sujets adhèrent à ce qu'on lui donne et montrent des effets comme si les médicaments avaient été les bons. C'est ça. Et donc, il réagit au fond à ce qu'on lui dit dans l'effet placebo. On lui dit, avec ça, tu auras cet effet. On lui donne les faux. Et parfois, il y a les effets souhaités. Donc, au fond, c'est une affaire de commandement, presque. Le mot médicament. Des croyances, c'est pour ça que je disais, c'est une question de croyances. C'est-à-dire qu'il réagit à l'ordre du médecin. C'est pour ça que dans des affaires comme ça, c'est très important de penser au fait que dans des expériences comme ça, c'est des sujets qui parlent, qui entendent. Les ordres du médecin, c'est pas uniquement le médicament. C'est que... Oui. Ben, donnez-moi un exemple, peut-être un peu... Moi, personnellement, peut-être que certains d'entre vous ont une autre idée. Moi, je pense que c'est surtout un fait de langage. C'est-à-dire qu'on dit à quelqu'un ce que ça va produire. Vous achetez la petite pierre ou le petit bracelet, on vous dit quel effet ça va avoir. Et donc, là, comment distinguer? Là, il y a quelque chose quand même du langage qui touche les corps. Donc, on vous dit, avec les bracelets, avec la petite pierre, vous allez maigrir. Oui, bon. Là, on peut toujours rêver. Mais... et parfois, vous maigrissez. Mais qu'est-ce que vous voulez là? Il y a un langage, il y a un mot qui touche les corps. Alors, il reste une question. On peut encore prendre une question, et puis malheureusement, il faut qu'on reste les yeux grands ouverts sur la montre, sinon tu ne vas pas pouvoir rentrer. Oui. Donc une dernière question, et puis on s'arrêtera.
très juste. Ouais, et en même temps, il y a quelque chose qui se répète, c'est effectivement une tentative, en même temps, il y a quelque chose qui n'arrive pas à se dire, d'où la répétition, qui n'arrive pas à s'expliciter. Voilà. Alexandre, vite, allez. Les communs, j'ai pas compris. Ah, le commun. Ah, les communs, ah, j'ai pas la moindre idée. Alors là, j'ai pas la moindre idée. Oui. Oui. Oui, non, mais Inception, il faut faire attention, c'est très amusant, mais là, on est loin de... Mais non, les communs, je sais pas. Bon. Bon. Il nous reste à remercier Carolina et à vous souhaiter de faire de doux rêves.